Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 134, et dans cette chronique, sur effectivement ma page de garde, qui sera le thème effectivement de l'ingénierie sociale, suite à des questions que l'on a pu me poser. Qu'est-ce que l'ingénierie sociale? Qu'est-ce que l'ingénierie sociale? Alors, vaste question s'il en est, effectivement. Alors, commençons par déjà la culture de l'inégalité, qui ne concerne pas seulement le domaine, je dirais, économique, mais elle touche aussi, je dirais, à la configuration du champ perceptif. En effet, je dirais que le fondement des théories de la surveillance, tel que résumé par le principe panoptique de Jérémy Bentham, est la dissociation du couple voir et être vu. La politique comme ingénierie sociale consiste alors à bâtir et à entretenir un système inégalitaire où les uns voient sans être vus et où les autres sont vus sans voir. Alors le but de la manœuvre est de prendre contrôle du système de perception d'autrui, sans être soi-même perçu, puis d'y produire des effets en réécrivant les relations de cause à effet, de sorte que les autres, donc qu'autrui, se trompe quand il essaie de les remonter pour comprendre sa situation présente. Il faut savoir que dans la conception de l'ingénierie sociale, la réalité n'a aucune importance. Il n'y a que la perception qui compte. Cette forme, je dirais, de constructivisme radical, issue de l'école de Palo Alto, est très en vogue dans les milieux de consultants. J'ai fait un audio précédent sur l'anarcho-capitalisme, que je vous invite à aller écouter, si dans la mesure, effectivement, vous en avez l'envie, qui pourra peut-être approfondir un petit peu ce qu'est la pensée de l'école de Palo Alto, à la différence de l'école de Chicago, une école un peu plus poussiéreuse, peut-être un peu plus classique. Mais toujours est-il que cette école est devenue ce que j'appelle la référence dans les milieux des consultants et qui n'hésite pas à considérer que la perception peut être détachée de tout référent objectif, qu'on pourrait qualifier de réel. Alors l'ingénierie des perceptions devient alors une activité quasi démiurgique de construction d'hallucinations collectives partagées, normalisées et définissant la réalité commune. Autrement dit, un ensemble stabilisé de relations causales manipulées, voire falsifiées. Je dirais même que l'avance, je dirais, dans un essai, le célèbre pirate informatique Kevin Mitnick, l'ingénierie sociale serait l'art de la supercherie. Je vous renvoie aussi également au livre très intéressant de Richard M. Stallman. Richard Stallman, un des pères fondateurs de la GNU License, père également du logiciel libre, qui dans son livre la révolution du logiciel libre explique bien également la même, je dirais, la même chose sous des traits un peu différents, mais dont l'esprit reste le même. Nous sommes toujours dans l'art de la supercherie, dont lui qualifie effectivement cette supercherie par les logiciels privatifs ou privateurs, comme il l'explique lui-même. Alors, quand on parle de l'art de la supercherie, quoi faisons-nous, je dirais, de quoi parlons-nous? Alors, plus précisément, l'art d'induire autrui en erreur et d'exercer un pouvoir sur lui par le jeu, je dirais, sur les défaillances et les angles morts de son système de perception, voire même de défense. L'illusionnisme est la prestidigitation appliquée à tout le champ social, de sorte à construire un espace
de vie en trompe l'œil, une réalité, je dirais, truquée, dont les règles véritables ont été intentionnellement camouflées. Je sais que je suis en train de rogner sur une certaine forme de complotisme. La chose est largement plus complexe. Ce sont des volontés segmentées, différentes, mais qui ont finalement au fond la même doxa. J'en renvoie encore une fois à la référence de l'école de Palo Alto. Alors ces techniques de manipulation, si on pourrait qualifier ainsi, s'appuient sur les sciences de la gestion. Nébuleuses de disciplines qui ont commencé à constituer un corpus cohérent à partir des années 20 et dont la théorie de l'information, et on y arrive, la cybernétique, qui résume les grandes lignes idéologiques, à savoir les êtres vivants et les sujets conscients sont des systèmes d'information susceptibles d'être modélisés. Et dans cette modélisation, il y a bien entendu l'aspect de contrôle, voire même de piratage, au même titre que les systèmes d'information non vivants, dématérialisés, qu'on pourrait appeler operating system, système d'exploitation. On connaît bien effectivement les trois systèmes en vigueur, à savoir, je dirais, le plus répandu, Microsoft avec son Windows, Apple avec son macOS, hérité du macOS X9, et Linux avec ses différentes moutures. Bon. Bien entendu, pour les plus connus, je dirais, ces disciplines gestionnaires sont le marketing, voire le management, la robotique, le cognitivisme, la psychologie sociale et le behaviorisme, ce qu'on appelle le behavioriste, c'est-à-dire la science comportementale. Bien entendu, n'oublions pas la programmation neurolinguistique, ce qu'on qualifie de PNL, ou le storytelling, ou le social learning, ou le reality building. Alors le point commun de ces disciplines réside, je dirais, dans leur rapport à l'incertitude, qu'elles tentent toujours de réduire au minimum, si possible effectivement à zéro. Alors le monde est ainsi perçu uniquement sous l'angle de systèmes d'échange, de traitement de l'information, qu'il faut réussir à gérer, bien entendu, fier à Spengler, du mieux possible, c'est-à-dire, je dirais, en réduisant les certitudes de leur fonctionnement, en les contrôlant le plus précisément possible, et en outre, contrairement aux sciences humaines et sociales, ces sciences gestionnaires ne se contentent pas d'observer et de décrire leurs objets d'étude, elles interviennent aussi dessus dans le sens d'une ingénierie, d'un travail de reconfiguration d'un donné. Alors, quand elle se fait à l'insu du système reconfiguré, la reconfiguration devient un viol furtif de l'intégrité du système et porte le nom de piratage, ou, je dirais d'une façon peut-être un peu plus dévoyée, de hacking, bien que je resterai extrêmement prudent sur le mot de hack, car dans le milieu de la free software, de ce que j'appelle du logiciel libre, le hacking est une forme de poésie du code, ce qui est une autre notion. Le hacking devient, je dirais, illégal dans la mesure où il intervient pour ouvrir des fichiers privateurs pour le donner, je dirais, à l'utilisation libre. Mais encore une fois, il y a effectivement aussi dans le domaine de cette ingénierie informatique deux courants. Le courant des fameuses trois libertés, la liberté du code, l'égalité des utilisateurs et la fraternité de la communauté, face à des logiciels privatifs répondant à des normes de marché, garantissant effectivement la propriété. Et donc nous sommes également, dans ce cas d'espèce, dans deux conceptions. Donc, vous voyez, même dans, je dirais, les milieux de l'informatique, il y a également ce genre de conflit. Alors, je ne vais pas m'orienter dans ce domaine-là, bien que dans l'avenir, je ferai une petite explication de ce que peut être, je dirais, la différence entre le logiciel libre et le logiciel privateur.
Mais restons effectivement de ce qui nous regarde, ce qui finalement nous amène à cet audio, c'est que, effectivement, nous sommes aujourd'hui, dans le cas d'espèce, d'un système reconfiguré, où la reconfiguration, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, peut être qualifiée comme une forme de viol furtif de l'intégrité du système, et porte le nom de piratage. Alors restons dans ce mot piratage dans le domaine que j'appelle privatif, et non pas de lui donner ces belles lettres de noblesse qui est, je dirais, la poésie du code dans un monde libre. Alors, quand il s'applique à l'humain, cet interventionnisme reconfigurateur pirate se donne généralement pour but de reconfigurer le donné humain dans le sens d'une réduction de l'incertitude liée au comportement de ce donné humain individuel ou même groupal. Alors la politique en tant qu'ingénierie sociale, gestion des masses humaines, réduction bien entendu de l'incertitude du comportement des populations, s'appuyant tout d'abord sur une phase descriptive, constituée de travaux de modélisation de ces comportements populaires, n'ayant qu'un but, ou je dirais afin de définir les structures générales et les constantes. Alors ces travaux, qu'on pourrait qualifier de modélisation, mettent à jour les programmes, routines, conditionnements psychiques et algorithmes comportementaux auxquels obéissent les groupes humains. Alors c'est là où rentre effectivement la notion de l'informatique qui serait l'outil idéal. Par exemple dans le calcul complexe qu'on pourrait qualifier de, de probabilité, ou ce qu'on pourrait qualifier de probabiliste, et je dirais de causastique. Des mouvements bien entendu de foule, puisque nous déplaçons le curseur dans une doxa typiquement technique, voire même informatique, pour finalement utiliser cet outil à des fins de gestion sociale et permettant effectivement la gestion des risques dans les instances professionnelles d'hygiène et de sécurité. Par exemple, prenons le cas effectivement de l'évacuation des bâtiments. Mais aussi la police et l'armée pour encadrer et prévenir toute manifestation qui risquerait de déstabiliser le pouvoir. Et c'est là où finalement les choses deviennent intéressantes, puisqu'elles passent du dématérialisé, du virtuel, au réel, voire au factuel. Et donc, effectivement, on peut constater aujourd'hui dans, je dirais, ce principe de travail qui est exécuté, ne serait-ce que par exemple d'espionnage d'une population, ou même dans l'optique de modéliser ce qu'elle pense et ainsi désamorcer les nouvelles tendances critiques afin de les faire taire, requiert effectivement un travail, tout d'abord, je dirais, en amont, de surveillance, de renseignement, de collecte d'informations, de fichage considérablement facilité par les développements de l'informatique qu'on pourrait qualifier d'ubiquitaire, ou même ambiante et diffuse dans l'environnement. C'est là où rentrent effectivement les deux conceptions du logiciel libre, utilisé, je dirais, par l'utilisateur comme étant sa propriété, sans en débourser quelconque obol, et le logiciel privateur, dont en échange d'une somme d'argent, l'utilisateur l'utiliserait, mais n'en serait pas non seulement, je dirais, maître pour pouvoir modifier le code, mais en plus, il y aurait ce qu'on appelle des malwares, ça veut dire des sous-programmes qui permettraient son contrôle. Et là, on en revient effectivement à la surveillance, au renseignement et à toutes ces notions-là. Bon, bien entendu, cela a été théorisé par Mark Weiser, ainsi que par les systèmes, je dirais, experts de croisement de bases de données électroniques locales, publiques et privées, ce qu'on
qualifierait d'interception des communications, se traduisant effectivement par les paiements, par des cartes et une multitude effectivement d'outils du quotidien qui rentreraient effectivement dans ce que j'appelle ce genre d'analyse ou de recoupement et de contrôle et d'archivage. N'oublions pas le cloud, ce qu'on appelle le nuage. Quand il est question de stocker ces informations chez le logiciel ou le fabricant d'un produit comme par exemple Apple ou Samsung, qui vous donne énormément de capacités pour stocker vos données, et ces capacités sont bien entendu sur des serveurs appartenant au logiciel privatif. Et donc ce logiciel privatif est par voie de conséquence effectivement une société financière qui dépend aussi d'une multitude, je dirais, d'accords ou de traités. Bon, cela est encore une autre question. Maintenant, revenons à la théorie, effectivement, de Mark Weiser concernant les systèmes experts, hein, donc qu'on appelle les interceptions, je dirais, des communications. Alors, le recoupement de ces informations glanées sur les réseaux numériques permettent, je dirais même, de calculer par profiling une estimation de taux de dangerosité qu'une population ou un individu représente pour le pouvoir. On comprend effectivement dès lors, c'est tellement évident, hein, que l'information de la société, pour y faire basculer le maximum d'éléments de la vie des populations, soit une priorité, je dirais, des politiques contemporaines. Les réseaux sociaux y concourent, bien entendu. Alors, dans son ouvrage, que je vous invite à consulter, voire même à lire, Surveillance globale d'Éric Sadin, qui nous dresse, je dirais, une liste presque, je dirais, exhaustive, mais ô combien anticipatrice, et dont l'entreprise est strictement coexistensive à celle des sphères technologiques. Par exemple, aux États-Unis, dans la foulée du Patriot Act, hein, n'oublions pas, que sont apparus des programmes gouvernementaux de surveillance électronique tels que le Total Information Awareness and Multi-State Anti-Terrorism Information Exchange, ce qu'on a appelé effectivement Matrix. C'est quand même assez étonnant. Alors, revenons plutôt à l'Europe, et plus récemment, je dirais, à l'Union européenne, qui s'est dotée, elle aussi, de programmes dont les objectifs consistent à centraliser pour la police la détection automatique de comportements anormaux et de menaces, que ce soit dans le cyberespace pour l'INDECT Project, ou dans la rue au moyen des caméras de surveillance pour ce qu'on appelle l'ADAPS. Donc, c'est qu'on définit bien entendu par l'acronyme d'Automatic Detection of Abnormal Behavior Entry Enclosed Space. Donc, en France, le ministère de l'Éducation nationale se livre, je dirais, depuis quelques années, à une sorte de scrutation de ces forums de discussion sur Internet sous-traités depuis à peu près 2008 par des entreprises spécialisées en stratégie d'opinion, par exemple la Burson Marsteller Incorporation, et effectivement une multitude d'appels d'offres ont été mis en place en 2009, 2012, où effectivement des premières missions ont eu des comportements, je dirais, tout à fait novateurs dans le domaine. Par exemple, identifier et analyser les sources stratégiques en structurant l'opinion, repérer les leaders d'opinion, les lanceurs d'alerte, ce qu'on appelle également les informateurs, et d'analyser leur potentiel d'influence et leur capacité à se constituer effectivement en réseau. Nous avons ici également, dans le cadre des entreprises ou engageant des sociétés extérieures de consulting, comment repérer effectivement ceux qui sont susceptibles d'aller à l'encontre de l'intérêt de la société et garantir les droits de tout à chacun, comment repérer les meneurs, comment repérer... Donc tout cela effectivement concourt aujourd'hui d'une façon numérique à une réalité. Donc une réalité virtuelle, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, passons effectivement du dématérialisé au virtuel et du virtuel au factuel. Donc effectivement nous sommes aujourd'hui dans des termes stratégiques qui sont pérennes et prévisibles, voire même ce que j'appelle une sorte de conception émergente, et en cela, ces nouvelles sociétés ont le devoir d'identifier et analyser les sources stratégiques en structurant, je dirais,
euh, les opinions. Cela fait partie effectivement des formations psychologiques des cadres et des directeurs d'entreprise, et cela bien entendu sous couvert de formation continue. Alors, bien entendu, cela a une conséquence, c'est de dégager une certaine influence et leur capacité à constituer effectivement une sorte de, je dirais, de doxa euh, qui ne pourrait être mise en cause. Et finalement, au fond, ces entreprises ont bien entendu commandé, suite à des appels d'offres, certaines entreprises de consulting afin d'y décrypter les sources de débat et leur mode de propagation. Surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est repérer les informations signifiantes et en particulier ce qu'on pourrait appeler les signaux faibles. Et suivre, bien entendu, les informations signifiantes dans un temps réel. Alors comment faire en sorte que finalement, au fond, passer, comme je l'ai expliqué, une certaine, je dirais, sorte, on pourrait qualifier ça de virtualité à une réalité factuelle, et comment relever ce qu'on appelle les indicateurs quantitatifs, ce qu'on pourrait qualifier de volume des contributions, du nombre de commentaires, d'audience, des recoupements. Donc, rapprocher en fait ces informations et les interpréter. C'est surtout là, finalement, que tout cela va se jouer. Alors, bien entendu, anticiper et évaluer les risques de contagion de la crise. Bon, maintenant, ils ont ce que j'appelle certains éléments porteurs, tels que alerter et préconiser en conséquence. Et je dirais, les informations signifiantes, pertinentes, sont celles qui préfigurent d'un débat, d'un risque d'opinion potentiel, ou même une crise, ou je dirais tout temps fort, je dirais force à venir, dans lequel les ministères se trouveraient impliqués, par exemple. Alors, la veille sur Internet, je dirais, portera sur les sources stratégiques en ligne, sites commentateurs, de l'actualité revendicatif, informatif, participatif, bien entendu, politique, économique, même religieux. Alors cela portera ainsi sur des médias en ligne, les sites de syndicats, des partis politiques, des portails thématiques, des émissions aussi bien, je dirais, nationaux, régionaux, internationaux, et les sites militants d'associations avec leur recoupement de mouvements revendicatifs ou alternatifs qui pourraient proposer effectivement une autre voie à des leaders d'opinion. Et donc, la veille, je dirais, portera également sur les moteurs ce qu'on appelle les moteurs généralistes et les forums grand public et spécialisés, ce qu'on qualifie effectivement de blogs, de pages personnelles, de réseaux sociaux, ainsi que, je dirais, des appels et pétitions en ligne. Bien entendu, sur les autres formats de diffusion, que je mentionnerai, puisque j'en fais partie, effectivement, ce qu'on appelle également les formats vidéo, audio et autres. Bon. Alors, les sources d'informations formelles, que sont la presse écrite aujourd'hui, les dépêches d'agences presse, la presse professionnelle spécialisée, les débats des assemblées, les rapports publics, les baromètres d'études de sondage, BVA, Sofres et autres, seront également surveillés et traitées. Bon, généralement moins inquiétées, puisque aujourd'hui elles appartiennent effectivement, c'est une des raisons pourquoi elles sont qualifiées de mainstream et d'appartenant à des manias de la finance. Bon, maintenant ça c'est un autre problème, on peut considérer qu'effectivement ces sources formelles d'information sont en chute libre et déclinent. Bon, maintenant on peut aussi comprendre que ces interactions entre des sources de nature différente, les passages de relais d'un média à l'autre, seront effectivement à ce moment-là, je dirais, soigneusement analysés. La clé de voûte du dispositif de veille, le passage en mode alerte, visera à transmettre systématiquement les informations stratégiques ou les signaux faibles, bien entendu susceptibles de monter de manière inhabituelle en accéléré. Alors, nous en arrivons effectivement, puisque nous sommes passés dans une explication un peu, je dirais, biscornue, et peut-être un peu réductrice, et je l'espère que je n'ai pas trahi le sens, parvenu à un stade de modélisation de la population considérée comme suffisant. Alors on peut passer à la deuxième phase, qui est le travail d'ingénierie proprement dit, s'appuyant sur des modèles découverts
pour reconfigurer dans le sens d'une standardisation accrue. Et donc, une meilleure prévisibilité, je dirais, des comportements. L'ingénierie politique et sociale, qui consiste ni plus ni moins que dans un travail de programmation et de conditionnement des comportements, ou plutôt, je dirais même, de reprogrammation sur celui qui maîtrise l'informatique, qui connaît un petit peu le langage code, sait pertinemment qu'on peut effectivement, en tout cas, établir une amorce de reconditionnement, puisqu'on ne part jamais de ce qu'on appelle d'une tabula rasa, c'est-à-dire mais toujours d'une culture déjà donnée du groupe ou je dirais, ouais, du groupe en question, avec ses propres, bien entendu, routines, ses conditionnements, ses plis, et je dirais même les sociétés humaines en tant que système d'information peuvent ainsi être reconfigurées dans le sens d'une harmonie, homogénéisation, standardisation des normes et des procédures, afin de conférer à celles et ceux qui les pilotent une meilleure vue d'ensemble et un meilleur, je dirais, contrôle, et l'idéal étant de parvenir à fusionner la multitude des groupes humains hétérogènes dans un seul groupe global, un seul système d'information, voire ce que je pourrais qualifier même d'une administration centralisée et une gestion sécurisée, ce qu'on pourrait qualifier effectivement, en faisant un petit clin d'œil à une certaine conception maçonnique, et là, bon, bah, écoutez, ce n'est qu'une interprétation de ma part, les architectes de la mondialisation qui auraient, je dirais, pas d'autre but qu'effectivement de mettre en place une cohérence entre la cybernétique et la réalité aujourd'hui des populations. Alors, bien entendu, j'ai essayé d'expliquer d'une façon un peu succincte, peut-être résumée, peut-être un peu maladroite, ce qu'est l'ingénierie sociale, ou en tout cas ses liens avec l'informatique dès son origine, de sa conception, et comment elle s'est finalement aujourd'hui traduite à travers les hautes technologies présentes dans notre quotidiennité, avec nos changements de comportement, d'échange, notre nouvelle culture, la culture du smartphone, de l'informatique, de la tablette, de l'ordinateur, des autoroutes de l'information. Il ne serait pas juste, effectivement, après cette explication, de ne pas parler de l'ingénierie sociale dans ce qu'on appelle une certaine forme de stratégie du choc. Alors, la stratégie du choc est appliquée de différentes façons, bien entendu. Premièrement, elle a été appliquée dans des laboratoires sur des humains cobayes, quand il était question du travail du conditionnement cognitif et une multitude de choses dont effectivement ces derniers ne sont pas restés sans, je dirais, séquelles. Bon, ensuite il y a eu la stratégie du choc exercée de manière économique. On l'a vu avec la politique de Thatcher, Pinochet, une sorte je dirais, de traumatisme par l'économie, par la découpe en taille des entreprises du public, mise à la privatisation, et nous en arrivons effectivement aujourd'hui à la stratégie du choc, je dirais, de l'ingénierie sociale. Alors l'ingénierie sociale, comme travail de reconfiguration d'un donné humain, procède toujours en infligeant des chocs méthodiques. Souvenez-vous, dans une société sociale, je prends par exemple le cas du Chili de Allende, ou plus précisément de l'Angleterre pré-Thatcher, le système était plus, je dirais, dans une configuration sociale. Alors, on y a, comme sa théorie l'indique, on y inflige des chocs méthodiques. On privatise le rail, on privatise les télécommunications, on privatise les bureaux d'Agence nationale pour l'emploi. Puis petit à petit, tous ces chocs méthodiques vont avoir des conséquences à long terme. En effet, reconfigurer un système pour le rendre plus sûr
et prédictible exige au préalable d'effacer son mode de configuration actuel, ce qui est une évidence. La réinitialisation, je dirais, d'un groupe humain requiert donc de provoquer son amnésie par un traumatisme fondateur, ouvrant une fenêtre d'action sur la mémoire du groupe et permettant à un intervenant extérieur de travailler dessus pour la reformater. Vous voyez que, finalement, au fond, tout cela se tient. Et là, nous en arrivons effectivement à la réécriture. On appelle réécrire et la recomposer. Alors, cette expression qui aujourd'hui, l'ingénierie sociale du choc, ou de la stratégie du choc, dans la conception de la cybernétique, effectivement, qu'on pourrait désigner comme étant le hacking black hat, ça veut dire chapeau noir, négatif, qui partirait effectivement d'un constat face à une injustice qui serait faite sur un monopole privatif, et qui, par le biais des méthodes des voyous utilisées ensuite par ceux qui ont pignon sur rue, afin effectivement de faire du hacking social. Et je renvoie effectivement à cette conception qui a été popularisée par Naomi Klein, ou Klein, dans cet ouvrage où je vous invite à le lire, un pavé important, près 1000 pages, sur la stratégie de choc, plus précisément la montée d'un capitalisme du désastre. Alors, bien entendu, l'auteur, je dirais, met en évidence l'homologie des modes opératoires du capitalisme libéral et de la torture scientifique, telle que théorisée dans les manuels de la CIA. Et je n'invente rien, il suffit d'aller consulter les manuels de l'école des Amériques, où effectivement, aujourd'hui, les manuels de la CIA, je vous invite à lire Smith-Brzezinski, tout d'abord Le Grand Échiquier, et les autres, mais qui malheureusement n'ont pas été traduits, où les revendications sont tout à fait claires, il n'y a absolument pas de complot dans l'histoire. C'est la force du vainqueur, tout simplement. Alors, bien entendu, cela se traduit également à grand renfort de références psychiatriques sur les thérapies du trauma, hein, ou ce qu'on pourrait qualifier de thérapie par le trauma. Alors, à savoir comment on pourrait qualifier ça, ce qu'on appelle la production intentionnelle des chocs régressifs. Je répète, la production intentionnelle de chocs régressifs, sous la forme, bien entendu, et là, c'est là où tout prend son importance, sous la forme des crises économiques planifiées et, bien entendu, ou, je dirais, de traumatismes émotionnels méthodiques afin d'anéantir les structures données jusqu'à, je dirais, une table rase permettant d'en implanter une nouvelle. Vous voyez, les phénomènes des sectes, finalement, Renubar, avec cette dianétique, ce qu'on appelle l'église de Scientologie, n'a rien inventé, puisque même lui-même faisait partie du département psychologique de la CIA, et avait compris que finalement, un individu, il fallait détruire sa personnalité, et ensuite la rebâtir et la reconstruire selon les desiderata, bien entendu, du gourou ou de la secte. Bon, finalement, au fond, les choses sont assez proches. Et bien entendu, j'en arrive effectivement à la crise économique actuelle, qui n'échappe évidemment pas à ces grandes manœuvres, je dirais, de refondation par la destruction. C'est pour ça que je pourrais considérer que, effectivement, le chaos est une forme de pagaille organisée, et ou alors une forme de gouvernance où certains y trouvent effectivement leur compte. Alors, quand on parle de refondation par la destruction, qui vise le plus souvent, je dirais, d'une manière claire, à centraliser davantage un système pour simplifier le pilotage, je prends par exemple une association américaine de journalistes d'investigation, ces derniers temps, dans le Washington Times, ont déclaré par exemple que les banques américaines et européennes n'ont pas été victimes de la crise financière,
qui a éclaté, rappelez-vous, en 2008, la fameuse crise des subprimes, mais sont coupables de l'avoir délibérément provoquée. Et de ce côté, je vous renvoie même aux explications de l'économiste William Engdahl, hein, qui décrit, je dirais, si bien sur son blog, les tenants, je dirais, et aboutissants d'un phénomène programmé. Utiliser la panique pour centraliser le pouvoir, et effectivement, créer ce qu'on appelle un essor et déclin. Alors vous allez dire que c'est oxymorique, c'est contradictoire, mais l'un ne va pas sans l'autre. Essor pour les uns, déclin pour les autres. Rappelez-vous que dans toutes les grandes paniques financières aux États-Unis depuis au moins celle de 1835, les titans de Wall Street, surtout la maison JP Morgan, avant 1929, ont délibérément déclenché la panique bancaire en coulisses pour consolider leur emprise sur le système bancaire états-unien. Car ces crises successives ont au moins pour conséquence, à un moment donné, de privatiser complètement l'État. Et de faire en sorte que finalement, au fond, les présidents ne soient plus que des faire-valoir. Aux ordres, bien entendu, de ceux qui dirigent réellement la finance. Et c'est une chose qui, de toute façon, est en train d'arriver d'une façon, je dirais, réelle et sérieuse. Il n'y a pas proprement dit de complotisme où, je dirais, on voit bien que le monde s'appauvrit, que le monde est de plus en plus dur. Alors effectivement, certains sont très joyeux, veulent faire partie de cercles dorés, espèrent faire partie de ceux qui sont privilégiés, mais le nombre de gens qui sont laissés sur le carreau est largement plus important. Maintenant, encore une fois, pour en revenir effectivement à cette crise de 29, dont la JP Morgan a su utiliser pour pouvoir consolider sa force, et effectivement, les banques privées ont utilisé cette panique pour contrôler la politique de Washington, notamment la définition exacte de la propriété privée, de la nouvelle réserve fédérale en 1913, et pour consolider leur contrôle sur les groupes industriels comme la US Steel, Caterpillar, Westinghouse et d'autres entreprises. Bref, je dirais que ce sont des habitués de ce genre de guerre financière qui augmentent leur pouvoir, et c'est une réalité. Alors ils doivent maintenant, bien entendu, faire quelque chose de semblable à l'échelle mondiale, répondant effectivement à la technologie, à faire en sorte qu'effectivement, si crise il y a eu, et exploitation également, d'une façon peut-être un peu plus classique, aujourd'hui il faut par l'école de Palo Alto leur donner ce qu'on appelle une garantie un peu plus, je dirais, novatrice dans le cadre des nouvelles technologies. Alors on connaît l'histoire du développement informatique qui diffusait lui-même des virus, des programmes finalement des programmes qui non seulement étaient indépendants, mais qui permettaient effectivement de pouvoir se recréer à l'infini. Alors pour ensuite vendre les antivirus aux propriétaires d'ordinateurs affectés. Rappelez-vous le scandale de ce qu'on appelle Symantec. Donc Symantec était une entreprise gérant des laboratoires de base virale, proposait effectivement, rappelez-vous, le SASER, le fameux verre qui était présent à l'époque de 2005-2004 sur les ordinateurs de Windows XP, où ce verre avait même réussi à désactiver les codes de sécurité d'une centrale nucléaire du Connecticut. Bon, Microsoft proposait son antivirus Norton et ensuite avait sa base virale Symantec, et dont effectivement cette entreprise de Symantec avait été attrapée la main dans le pot de confiture en train de créer des virus. Le scandale avait été total aux États-Unis. Maintenant, bien entendu, pour reprendre ce que je dis sur l'ingénierie sociale, tout comme le terrorisme génère aussi beaucoup d'activités et beaucoup de développement en matière de création d'emplois dans le cadre de la sécurité, sans y voir une forme de complot. Je vous renvoie au livre de Pierre Conossa là-dessus, qui, ancien des services secrets, vous expliquera mieux que moi ce qu'il en est de ce que j'appelle du commerce du terrorisme, créant de l'emploi dans la sécurité. Maintenant, revenons effectivement dans le champ économique. On parlera effectivement, je dirais aussi, de la dérégulation ou libéralisation
pour évoquer, par euphémisme, ces déstructurations intentionnelles. Nous, à Michelin, on donne par exemple de multiples exemples, appuyés par des réflexions théoriques de Milton Friedman. Vous savez, Milton Friedman, fondateur de l'école de Chicago, acteur principal de l'association du Mont Pèlerin, digne héritier de Friedrich von Hayek de l'école de Chicago, le tout libéral, le monétarisme. Donc pour en revenir là-dessus, où Milton Friedman était un anti-étatique, considérait que tout ce qui était système et organisation publique était à abattre et dont effectivement l'État devait disparaître. Donc pour en revenir à sa fameuse sentence de 82, seule une crise réelle ou supposée peut produire des changements. Rappelez-vous un petit peu Milton Friedman qui se rendit en Amérique latine et dont il vit des ouvriers travailler avec des pelles et à un moment donné, il dit c'est très difficile de créer de l'emploi. Il dit vous voulez créer de l'emploi, ben donnez-leur des cuillères. Donc vous voyez, avec ce cynisme dont je vous fais fi également de la théorie du crayon à papier. Alors revenons effectivement à cette aubaine de la crise qui est ce que j'appelle réelle ou supposée, qui peut produire des changements et qui, je dirais même que toute convergence dans le dessein de détruire les économies nationales, voire même locales, ou d'échelle encore inférieure, en les dérégulant, en les libéralisant, ou en les libérant, comme il le prétend, pour les re-réguler, en les plaçant sous tutelle d'entreprises multinationales privées ou d'organisations transnationales, telles que le Fonds monétaire international, on y arrive, le FMI. Alors il s'agit chaque fois de faire perdre à une entité sa souveraineté, ce qu'on pourrait qualifier en termes génériques de self-control, pour la mettre sous un contrôle extérieur, et l'obstacle majeur de ce processus, qu'on ne dit pas, et pourtant le mot est réel, qu'on appelle processus colonial, est le niveau de santé de l'entité, synonyme en politique de son niveau d'autonomie, de souveraineté qui résiste naturellement à cette tentative de reconfiguration par une prise de contrôle étrangère, ce qu'on pourrait qualifier en économie d'une OPA hostile ressentie comme une aliénation et une transgression de son intégrité. La violence des chocs infligés sera à la mesure du niveau de santé et de souveraineté de l'entité, de son niveau de résistance. Alexis Carrel lui-même, dans L'Homme Saint Inconnu, avait constaté ça, en comparant un corps malade et une société malade. Et quelles étaient effectivement les clés d'administration qui pouvaient être administrées aux patients malades par rapport à la société malade. Je vous envoie également à lire L'Homme Saint Inconnu d'Alexis Carrel, qui est assez intéressant. Alors en outre, je dirais que dans un cadre d'ingénierie sociale, il n'est pas nécessaire que les chocs infligés soient toujours réels. Vous savez, c'est comme la rumeur qui a tendance à, je dirais, avoir des conséquences sur les investissements et effectivement, je dirais, la bourse plus particulièrement. Donc, n'oublions pas qu'effectivement, il n'est pas nécessaire, encore une fois, je le répète, que les chocs infligés soient toujours réels. Ils peuvent, je dirais même, des fois, se dramatiser. Hein. L'information est aussi, je dirais, une arme, même si elle est manipulée, elle part de ce que j'appelle d'un non-fondé, elle rentre toujours dans ce que j'appelle uniquement dans le champ que je qualifierais champ des perceptions. Alors, les chocs méthodiques peuvent donc relever du canular. Goebbels lui-même, qui était le sinistre Goebbels, qui était ministre du Reich et chargé de la propagande, avait compris qu'un mensonge devenait vérité quand il était crié fort et longtemps. Alors, tout cela, bien entendu, ne concourt pas à une invention, je dirais, contemporaine. Et effectivement, ça peut concourir également d'une illusion pure, ou encore entremêler je dirais, réel et illusion, comme par exemple l'explique bien l'écrivain économiste libéral Alain Minck, hein, dans des 10 jours qui ébranleront le monde. Je vous invite aussi à lire les livres des libéraux, c'est très très intéressant. Beaucoup de gens ne connaissent qu'Attali, mais Alain Minck est quelqu'un aussi d'une grande qualité, bien que je suis opposé à sa conception du monde, mais de temps en temps, il nous lâche quelques pépites. Alors,
Seul, je dirais, un événement traumatique nous réveillera, tant par exemple l'effet du 11 septembre 2001 s'est évanoui, c'est peut-être, je dirais, une fausse alerte à Londres, l'apparition d'un cybervirus susceptible de bloquer les réseaux informatiques mondiaux, ou pire, le geste d'un psychopathe s'estimant lui-même, je dirais, à l'aune du nombre de ses victimes. Alors les démocraties, je dirais, n'anticipent jamais, mais elles réagissent. Alors l'opinion interdit en effet les mesures préventives qui bousculeraient la vie quotidienne, mais elle accepte les décisions qui suivent un événement traumatique. Elle est tétanisée. Et elle est prête, en fait, à accepter ce qu'on va lui présenter. Rien ne serait mieux pour nous mettre en alerte qu'un gigantesque canular, dès lors qu'il aurait suscité une panique, un faux chantage nucléaire, je dirais, serait effectivement une bonne pédagogie. Alors il est difficile effectivement de traduire cela dans une conduite du changement. Comment effectivement avoir une résistance au changement? Et tel est le problème principal à surmonter en ingénierie sociale. La question qui se pose toujours aux patriciens, c'est comment provoquer le moins de résistance à mon travail de reconfiguration, comment faire en sorte que les chocs infligés ne provoquent pas une réaction de rejet, donc comment faire accepter le changement, et si possible, comment le faire désirer, comment précisément faire adhérer au choc et au reformatage qui s'ensuit. Bref, comment faire aimer l'instabilité, le mouvement de la précarité, le bougisme, vous savez ce que Marx appelait en mouvement. Et donc bref, comment inoculer le syndrome de Stockholm à des populations entières, une sorte de prélude qui consiste à préparer les esprits en faisant la promotion dans l'espace public de mots-clés tels que nomadisme, dématérialisation, qui est un terme informatique, qui provient de la cybernétique, déterritorialisation, mobilité, flexibilité. Rappelez-vous, dans l'entreprise, quand un ouvrier est servile, on dit il est flexible. Et quand un ouvrier a des principes et qu'il voit qu'effectivement l'entreprise ne va pas dans le bon sens, il est psychorigide. Vous voyez, aujourd'hui, attention, ces mots valises, ces mots-clés ont un sens. Rupture, réforme. Et la liste serait longue et exhaustive, je dirais, mais je dirais, cela est nullement suffisant. Dans tous les cas, je voudrais préciser quand même que l'attaque directe, dont la visibilité provoque un cabrage, je dirais réactif, voire même qu'on pourrait qualifier de contre-productif, doit être abandonnée au profit d'une tactique indirecte, dite de contournement, dans ce qu'on appelle le vocabulaire militaire. Effectivement, je vous invite à lire l'art de la guerre de Sun Tzu, dont effectivement il parle de contournement ou de tactique indirecte. Alors, en termes de management et de sociologie des organisations, cette stratégie du choc indirect est appelée conduite du changement ou changement dirigé, ce que De Gaulle appelait dans ses mémoires politiques le changement dirigé, ce qu'on appelle une certaine forme de dirigisme, tout en prenant, je dirais, prenant acte des évolutions. Alors, bien entendu, comment effectivement débloquer cette situation sans rentrer dans ce que j'appelle la pathopsychologie. Comment pouvons-nous illustrer, je dirais, cette méthode d'une ingénierie sociale qui aujourd'hui de toute manière est présente? Comment faire en sorte, finalement, au fond, d'un système hérité privatif à un système, je dirais, libre? Vous voyez, j'en fais encore référence entre Microsoft et Linux, ou GNU et Linux, ce serait peut-être mieux le terme. Mais on n'est pas très loin, on est encore enfermé dans ce que j'appelle ces principes.
Alors, bien entendu, comment faire en sorte que les méthodes que j'illustre dans cet audio, comment finalement faire en sorte que cela globalement pourrait fonctionner, ou la méthode à proprement dite de dysfonctionnement intentionnel de ce qui marche bien, de ce que l'on ne contrôle pas, pour le remplacer par quelque chose que l'on contrôle. En l'occurrence, la destruction des services publics, qui est à mon sens un exemple, qui marche bien, mais qui échappe à la spéculation du marché, pour les remplacer par des services privatisés sur fonds spéculatifs. Alors certes, effectivement, aujourd'hui, il y a quand même encore des îlots de résistance. Les tacticiens qui nous dirigent ne peuvent pas détruire tout à fait le service public, parce que ferions-nous de tous ces fonctionnaires? Ils ne pourraient pas du jour au lendemain être mis au privé. Nous ne sommes pas dans le Royaume-Uni des années 80. Nous sommes bel et bien dans une autre société où il y a une multitude de ruptures. Donc effectivement, le système il y va progressivement, tout doucement, mais sûrement. Maintenant, pour ne parler que de notre pays, je dirais, et cela, ça s'est conformé, je dirais même depuis Sarkozy, et je dirais même attesté, voire même confirmé par Hollande, l'objet d'une destruction totale, méthodique et méticuleuse, tant ses structures sociales que politiques, voire même culturelles, destruction accompagnée bien entendu d'un gros travail de fabrique du consentement, cher à Noam Chomsky, où effectivement, euh, comment pouvoir expliquer cela? Effectivement, dans cette stratégie du consentement, à l'aide de la population, voire même à une dégradation, je dirais, sans précédent. Et aujourd'hui, les conséquences, quand on parle de dégradation sans précédent, c'est bien entendu dégradation des conditions de vie, afin de les aligner sur celles de la mondialisation libérale. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Fier à tous les optimistes qui voient dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle le mode futur de l'humain, travaillant comme à l'époque des Grecs, jouissant effectivement d'une certaine oisiveté, ayant des esclaves robotiques pour pouvoir travailler. Oui, on peut toujours espérer ces choses-là, mais en tout cas, d'une façon factuelle, les choses ne se passent pas ainsi. Je prends par exemple par le passé, une destruction d'une telle ampleur à l'échelle d'une nation nécessiterait un coup d'État ou une invasion militaire. Et ces responsables étaient accusés de crimes, de haute trahison, d'intelligence avec l'ennemi, ce que bien entendu, je dirais l'exécutif sans effectivement craindre une révision de février 2007 d'un statut pénal du chef de l'État, rappelez-vous, hein, ça a même été dénoncé par Asselineau, ayant abandonné l'expression de haute trahison pour celle de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Vous voyez, comme même quand on retire ce genre de règles éthiques, c'est qu'effectivement, nous sommes conscients qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être exercé. Et donc, automatiquement, les craintes sont à venir quant à la trahison d'un chef de l'État qui, finalement, au fond, n'est qu'un valet du béni oui-oui des grandes sociétés qui font la pluie et le beau temps. Maintenant, de nos jours, une conduite du changement bien menée, réalisée, je dirais, n'ayons pas peur de le dire, bien menée, ou même réalise, je dirais, la même chose qu'un putsch ou une guerre, mais sans coup férir, hein, n'ayons pas peur de le dire, par petites touches progressives et graduelles, en segmentant et en individualisant la population impactée de sorte que la perception d'ensemble du projet soit brouillée, que la réaction soit rendue plus difficile. Rappelez-vous l'arrivée du Walkman, et aujourd'hui le téléphone portable. Je vous invite à vous rendre dans les transports en commun et vous verrez que les individus ont le nez sur leur téléphone. Donc effectivement, quand on s'aperçoit de cela, comment ne pas comprendre qu'effectivement on a segmenté et individualisé l'individu, dont effectivement les conséquences fait que en fait la réaction soit rendue difficile. Alors,
je ne vais pas m'éterniser sur la stratégie du choc ou sur le social learning ou sur la fabrication du consentement défini par Noam Chomsky ou effectivement sur ce que j'appelle le titinement. Tout cela effectivement concourt aujourd'hui à un pied dans la porte et dont l'avenir est assez incertain et dépendra effectivement de je dirais, la compétence des populations à se réapproprier d'une façon intelligible euh, son outil, sa vie et son destin, et peut-être de cette foule un peu plus consciente, comme disait Platon, un peu plus responsable, un peu plus éthique, euh, pourra avoir des leaders qui émènera de cette foule et qui seront capables d'incarner ce que j'appelle des véritables réformes. Tout n'est pas négatif, effectivement, dans la cybernétique, mais encore une fois, je voulais opposer deux projets, le projet Microsoft et le projet Linux. Vous voyez bien que même dans ces assises-là, il y a effectivement compétition entre ce que j'appelle la GPL et les logiciels privateurs. Donc, tout reste encore possible et tout est dans nos mains. Donc, dans ce message d'espoir, je terminerai cet audio. Je vous remercie de m'avoir écouté, ô combien elle a été assez longue, puisqu'elle est le fruit de beaucoup de réflexions, un peu synthétisées à droite et à gauche. Donc, je pense que le monde est encore possible, en tout cas un monde meilleur et un monde, je dirais, en devenir. Beaucoup de dégâts ont été commis, mais je dirais, de cette position négative, il peut en sortir des éléments positifs. Et toute cette technologie peut être également, je dirais, très utile quand elle est replacée dans le cadre de l'individu et de l'humain. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine audio, plus précisément prochaine chronique.